Dernière table ronde de l'après-midi, de la journée, et on est au pied d'une montagne, en réalité. Alors, est-ce que cette montagne, c'est l'Everest? Est-ce que c'est le K2? Est-ce que c'est le Mont Blanc? Est-ce que c'est le Mont Déca? Ça parlera aux nordistes parmi nous, il y en a au moins un. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un endroit qu'il est dangereux d'arpenter sans être un minimum préparé. Et pour affronter la montagne, alors on est toute une équipe cet après-midi. Il y a d'abord Nathalie Doxer qui est associée chez Onomi, Laurent Thésée qui est directeur des affaires sociales chez Eutelsat et Thomas Godet qui est associé chez, alors la salle complète naturellement en disant chez BRL, eh bien non, car BRL a changé de nom et Thomas Godet est désormais associé chez Erige. L'annonce a été faite, je crois, hier, donc on est quasiment chez Planète Sociale dans les conditions du direct de l'annonce de ce changement de nom. Pour revenir à notre sujet, on a eu donc on a cette garantie de rémunération qui est née en 2016, qui a été modifiée déjà une première fois en 2018 et qui fait suite à cette notion, les avantages individuels acquis, qui est une notion qui était née, je crois, en 1982, notion pas très populaire, complexe, qui a donné lieu à un certain nombre de contentieux, que la doctrine qualifiait au choix de casse-tête, voire même de condamnation en perpétuité. Bref, y a succédé la garantie de rémunération, qui est une notion qui était bien accueillie initialement. On était plutôt contents, ça a été bien conçu, c'était intelligible, et puis de toute façon, en étant cynique, ça ne pouvait pas être pire. Donc, bienvenue à la garantie de rémunération, qui présentait aussi le mérite de se concentrer sur, c'est tautologique, pardon, la rémunération, en sortant les autres avantages, et donc tout ce qui pouvait être organisationnel. Alors, quel est le bilan de ce texte 7 ans après ? D'abord, énormément de questions posées par la doctrine, sans même attendre d'entendre le professeur Panière. Quand on relit les articles parus à l'époque et depuis, effectivement, on est assez sidéré de voir le nombre de questions qui se posent. Et le fait d'attendre 10 ans pour y voir plus clair, ça me paraît un objectif assez réaliste, même si on écoute le professeur Panière, on aura une réforme dans l'intervalle. Donc, peut-être que ça reculera de 15 ans les effets clarifiants de ce texte qui date de 2016. En tout cas, c'est le nombre de questions posées, et c'est à faire rougir la notion désormais retraitée des avantages individuels acquis. Beaucoup de questions, mais peu de réponses claires. Alors les réponses, on les attend des juges, effectivement. Il y a eu peu de contentieux, assez peu de décisions. Il y en a quelques-unes et quelques décisions de cour d'appel, mais qui sont assez peu éclairantes, qu'on évoquera du coup pas ici. Et d'ailleurs, dans la doctrine, c'est très faiblement saisi, voire pas du tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu le fil conducteur de la journée. On a dit toute la journée, pas de contentieux. Alors, à croire que plus c'est compliqué, moins il y a de contentieux. Ça explique peut-être, enfin, pourquoi on a des lois récurrentes, extrêmement complexes. C'est peut-être une manière. Bon, ça ne produit pas l'effet souhaité, mais c'est ce que je me suis dit au fil de la journée. La complexité peut-être apure le contentieux, sauf quand c'est notre législateur qui intervient. En synthèse, donc, on a toujours une montagne. Alors, on avait une montagne qui était avec de la vie qui grouillait tout autour, qui était fertile. Alors, les mauvaises langues diront qu'une montagne qui est fertile, c'est un volcan. Aujourd'hui, donc, on a toujours une montagne. Alors, c'est un peu la tectonique des plaques du législateur, peut-être. On a remplacé une montagne par une autre. Mais c'est une montagne qui est entourée d'un désert, finalement. On a toujours toutes ces questions. Alors, est-ce que c'est un désert de sable juridique, un désert de glace ou un désert de feu, le feu du contentieux? C'est ce qu'on va essayer de répondre à cette question dans le cadre de cette table ronde. Et je me tourne immédiatement vers Nathalie Doxer avec une première question redoutable. Comment le Conseil fait-il pour gérer la complexité de ce texte dans le cadre des négociations que l'on doit mener sur la notion en cas de mise en cause des accords collectifs? Merci Mickaël. Alors effectivement, ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que le législateur n'a finalement pas défini ce qu'était un accord de substitution.
On sait uniquement au regard des textes applicables qu'en cas de mise en cause, les partenaires, enfin l'entité cessionnaire doit initier une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, ce qui suppose de mettre un terme à des pratiques d'entreprise où on sait bien qu'en cas de dénonciation, très régulièrement, sans aucune volonté de fraude, mais très souvent, au lieu d'opérer par la voie de la dénonciation avec un délai de préavis de 3 mois et ensuite une vraie négociation de dénonciation, ce qu'on fait purement et simplement sont des avenants de révision, au terme desquels on vient dire que l'avenant de révision se substitue à tel et tel dispositif conventionnel et à tel engagement ou décision unilatérale. Donc on fait de la révision dénonciation, de la fausse dénonciation. Là, en matière d'accord de substitution, on ne peut pas opérer par cette voie-là, même si ça pouvait être un outil finalement assez facile, pouvait éventuellement nous éviter ce délai de préavis de 3 mois, qui est quelque part aussi un petit peu contraire à la directive de 2001, puisque normalement la substitution vaut au moment de la réalisation de l'événement, alors que là on fait produire des effets à l'accord de substitution au maximum dans un délai de 15 mois. Donc, ce qui est certain, il nous faut un nouvel accord. Ensuite, et Yannick l'a très bien dit, il faut que cet accord soit conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables. Et donc là, et notamment en matière de rémunération, ça suppose qu'effectivement, on ait pu, dans le cadre d'audits préalables, à la fois chez le cessionnaire et auprès de l'entreprise cédante, avoir identifié l'ensemble des éléments de rémunération, avec la difficulté qu'on a vue ce matin. Est-ce que effectivement les régimes de retraite sont des éléments de rémunération indirects? Est-ce qu'on doit les prendre en compte? David Rigaud, effectivement, évoquait des difficultés et des positions liées à l'URSSAF qui étaient divergentes. Et l'accord nouvellement conclu doit permettre l'élaboration de nouvelles stipulations. Et cet accord, alors c'est là où la réforme a été très intéressante, c'est de permettre plutôt, alors moins vis-à-vis des accords de transition, donc les accords tripartites de transition, qui ont une durée effectivement que de 3 ans, et qui au bout de la durée de 3 ans, finalement, on ne sait pas ce qu'on en fait. Les accords quadripartites, là, sont, à mon sens, mais ça suppose d'avoir appréhendé au niveau très en amont et donc d'avoir anticipé, c'est la portée du projet de restructuration. Et donc c'est effectivement, si on est dans une optique d'une réorganisation complète finalement de l'activité chez le cessionnaire, que ces accords quadripartites ont un intérêt, c'est que, on peut les prévoir pour une durée indéterminée, qu'ils opèrent à la fois un accord de substitution et en même temps un accord de révision. Ce qui a pour intérêt, c'est que finalement, on passe l'étape d'un cumul des avantages conventionnels, à la fois les avantages qui s'appliquaient aux salariés qui sont transférés, et potentiellement les avantages que les salariés transférés pourraient avoir au regard des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise d'accueil. L'intérêt n'est pas neutre dans la mesure où finalement il y a quand même une épée Damoclès, et on l'a bien compris depuis le début de l'après-midi, c'est cette question de la garantie de rémunération dont on voit, et qui est appelée effectivement par beaucoup la doctrine, mais également aussi en pratique, sur une nouvelle définition. Alors on le verra très certainement dans le développement tout à l'heure, parce qu'effectivement la garantie de rémunération, on ne sait pas très clairement définir les contours. On nous renvoie à un dispositif du Code de la sécurité sociale, sachant que, on le voit au quotidien, le juge aime rappeler l'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail, et également le fait que les conventions collectives de branche prévoient un certain nombre de dispositifs de rémunération qui ne rentrent pas forcément dans les canons de la rémunération au sens de la sécurité sociale.
Alors effectivement, quand on est conseil, dans un premier temps, qu'un client effectivement nous dit j'ai un projet de réorganisation, ça soit une fusion, une cession, on va, et ça a été évoqué ce matin, c'est effectivement l'obligation d'appréhender la portée du projet de réorganisation, parce que, ou bien, et effectivement, il y a une obligation d'initier des négociations, il n'y a pas d'obligation de conclure, il n'y a pas non plus d'obligation d'anticiper, et que dans certaines hypothèses, le cessionnaire n'aura finalement, en se disant, en réalité, je vais récupérer l'activité d'un concurrent, même secteur d'activité, je sais par avance que son mode de rémunération est assez similaire au mien. Est-ce que je vais vouloir m'engager dans une négociation d'anticipation dans laquelle, au-delà de la rémunération, même si c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je vais devoir aborder d'autres dispositifs? Et donc peut-être, du coup, m'engager dans une négociation qui va aller au-delà de ce que je souhaitais mettre en œuvre. Donc, le cessionnaire peut se dire, finalement, je ne mets en œuvre qu'un accord de substitution, ce que je qualifierais simple, c'est-à-dire, il y a un délai de préavis de 3 mois, je vois si, est-ce que je prends ou non l'initiative de la négociation. On sait qu'en matière de dénonciation, très souvent, pour mettre un petit peu devant le pied du mur les organisations syndicales, et quand on ne veut pas trop lâcher, on a une tendance un peu à freiner un peu la négociation pour se dire, finalement, il reste 2 mois pour trouver un accord de substitution, et finalement, les organisations syndicales céderont finalement au niveau sur lequel je souhaitais mettre mon accord de substitution. Soit, effectivement, on anticipe, et c'est là où on retrouve la souplesse, faute de toute précision par le législateur, c'est-à-dire, et Yannick l'a évoqué très justement, la jurisprudence a admis les accords d'anticipation assez tôt. Ces accords d'anticipation hors accords d'anticipation tripartite, que je qualifie de tripartite ou de transitoire selon ta formule Yannick, peuvent, à mon sens, toujours être mis en œuvre. Pourquoi? Et aussi, je rebondis sur la question qui avait été posée tout à l'heure, ces accords de transition peuvent, à mon sens, inclure, et ça n'est pas forcément exclu, un accord de performance collective. Pourquoi pas? Dans les accords de transition, dans les accords d'anticipation, hors accord tripartite de transition, finalement, les négociateurs font peu ou prou ce qu'ils veulent. On a donc, en dehors de cet accord d'anticipation, les accords que tu évoquais d'anticipation, de transition ou d'adaptation, avec effectivement un intérêt très fort, je le disais tout à l'heure, pour l'accord quadripartite d'adaptation. Alors, on disait qu'il y avait peu de contentieux. Certains auteurs ont néanmoins répertorié un certain nombre de contentieux sur l'accord de transition tripartite, dans la mesure où se pose la question des négociateurs, se pose la question de la temporalité de la conclusion de ces accords. On sait très clairement, quand on est dans le cadre d'un accord de substitution simple, la négociation doit s'ouvrir à compter de la date effective de la réalisation de l'événement, c'est-à-dire de l'acte de cession, grosso modo, à partir du moment où l'entreprise cessionnaire est véritablement en mesure de décider. En revanche, pour les accords d'adaptation, j'allais dire, quand on a passé l'heure, il n'est plus l'heure, dans la mesure où l'accord d'adaptation doit nécessairement intervenir avant la date de réalisation de l'événement, de la cession. Sinon, si on n'a pas cette date d'événement de la réalisation, de la fusion, de la cession ou de l'absorption, le cessionnaire se retrouve dans l'obligation d'ouvrir une négociation de substitution simple, avec, de nouveau, on repart dans un délai de 15 mois. Étant précisé que si, au niveau d'un accord d'anticipation, aucun accord d'anticipation n'a pu être trouvé très en amont, on peut avoir quelques réserves quant à la capacité de se retrouver à devoir signer un accord de substitution. Et donc là, de ce fait, le cessionnaire se trouvera dans l'obligation de mettre en œuvre cette fameuse garantie des rémunérations.
Autre point, et ça a été évoqué, je ne serai pas davantage plus longue, c'est sur l'appréhension du niveau d'adaptation qui va être le plus pertinent. Alors, juridiquement, pour un avocat, un juriste, la tâche est très facile puisque par l'effet du législateur, finalement, et l'effet aussi de la jurisprudence, la règle de concordance des niveaux de négociation ne joue pas. Alors, il en est assez heureux parce que lorsqu'on est dans le cadre d'un projet de transfert, si la convention collective de branche est mise en cause, il aurait été assez compliqué de devoir aller négocier un accord de substitution avec les partenaires sociaux au niveau des branches. Sachant qu'en plus, au-delà de cet accord, de la remise en cause de cet accord collectif de branche, on parle de la mise en cause d'un accord collectif. On sait très bien que dans un projet de réorganisation, il y a potentiellement au niveau de la branche, du groupe, tu l'évoquais, de l'entreprise, de l'établissement. Là, la règle est beaucoup plus simple. Finalement, on peut prendre un niveau, soit l'entreprise, l'établissement, le groupe. Pourquoi pas, je pose la question, au niveau de l'unité économique et sociale, à laquelle appartient l'entité cessionnaire, puisque l'unité économique et sociale en matière de négociation collective est considérée comme une entreprise. Pourquoi également on ne pourrait pas mettre en œuvre la négociation au niveau de l'inter-entreprise, puisqu'on sait que pour la reconnaissance de l'accord d'unité économique et sociale, je crois que Yannick, tu as réfléchi sur ce sujet. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Versailles considère que ce sont des accords inter-entreprises qui permettent effectivement d'harmoniser un statut entre différentes entités. Là, aujourd'hui, l'objectif d'un accord de substitution prévu par le législateur, c'est précisément d'aboutir à une poursuite d'un dispositif conventionnel applicable et d'une harmonisation, ce qui pourrait rentrer dans la finalité de l'accord inter-entreprise. De ce fait, l'appréciation du niveau d'adaptation, en réalité, dépendra de l'identification du niveau où la décision peut être prise, non seulement de la part de l'entité cessionnaire, mais également à travers différents facteurs juridiques, puisque ça a été précisément indiqué, l'identification des partenaires sociaux, enfin, des organisations syndicales susceptibles de conclure les accords, va être une des conditions de validité de l'accord de substitution, qu'il soit un accord de substitution simple ou d'accord d'anticipation, étant précisé que les quelques accords d'anticipation qui sont tombés par l'effet du juge, c'est parce que effectivement, au regard des négociateurs, il y avait les négociateurs n'avaient pas de légitimité suffisante à un moment donné pour les conclure. Donc il faudra s'interroger à travers différents facteurs juridiques et au regard de la portée du projet, de se dire est-ce qu'on a, il y a un transfert d'un établissement distinct au sens des délégués syndicaux et du comité social économique. Est-ce que nous avons l'entité cédée est encore une entité autonome qui, du coup, porte, et il y a transfert des mandats syndicaux, est-ce que, tout simplement, on a des organisations syndicales avec qui on peut signer cet accord de substitution? Étant précisé qu'à partir du moment où le législateur n'a pas exclu la négociation avec une forme dérogatoire, si effectivement, dans l'entité cessionnaire, on n'a pas d'organisation syndicale parce qu'il n'y a pas eu d'élection, on a une carence de CSE, pourquoi ne pas conclure cet accord de substitution avec, par voie référendaire, par exemple. Donc, en tout état de cause, aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence qui viendrait nous dire qu'il faut absolument retrouver une légitimité par le biais des organisations syndicales, dont on sait qu'elles ont la vocation naturelle à représenter les intérêts des salariés. Donc, en matière de rémunération, c'est peut-être elles qui auraient un intérêt plus particulièrement. La question reste ouverte. Faute d'exclusion, ce que le législateur n'interdit pas, on devrait considérer que le législateur le permet. Autre point, et là c'est la conclusion effectivement du rapport de Yannick, c'est d'appréhender les éléments de salaire et de rémunération, non seulement au sein de l'entité cédée, mais également, à mon sens, au sein de l'entité cessionnaire.
d'autant si on est dans le cadre d'une anticipation ou d'accord d'anticipation quadripartite par exemple, où la volonté très claire est de vouloir harmoniser très rapidement ces différents dispositifs. Sachant que, tu l'as évoqué, effectivement, la petite, peut-être en termes de... Les négociateurs auraient peut-être une petite tendance à vouloir faire des accords catégoriels. Et ce qui suppose, c'est qu'en amont, on ait très clairement identifié le champ d'application personnel du projet de réorganisation. Et ça peut paraître relativement simple en se disant, après tout, on sait quels sont les salariés qui vont être transférés. En pratique, ça peut poser des difficultés. Et sachant qu'au sein d'une entité qui va être transférée, il y a plusieurs collectivités, catégories de salariés, avec des dispositifs de rémunération qui vont être distincts. Quand on conclut un accord de substitution, on peut avoir une tendance à vouloir trop globaliser, en oubliant un certain nombre d'éléments de rémunération ou en excluant de ce fait les salariés transférés. Et donc les salariés transférés qui ont été oubliés dans le cadre de l'accord de substitution, on ne pourra pas leur appliquer l'accord de substitution et donc à eux jouera, pour leur bénéfice, la garantie de rémunération. J'ai été trop longue peut-être ? Non. Merci, voilà, merci Nathalie pour cet éclairage complémentaire, à la fois sur la complexité pratique. Ouais, juste une petite question, parce qu'effectivement tu l'évoquais, et j'en terminerai, tu l'évoquais en disant, à premier abord, la garantie de rémunération pouvait paraître plus simple que la question des avantages individuels acquis, sauf qu'on tombe toujours sur une méthode de comparaison analytique. Et là, la complexité de la comparaison analytique des objets, des avantages ayant le même objet ou la même finalité ou le même but, avec les interprétations jurisprudentielles que l'on connaît, en tenant compte de la rédaction parfois assez spécieuse des accords de branche et des accords applicables au sein des différentes entités, relève toujours de la même complexité. Merci Nathalie. Alors, je me tourne immédiatement vers le cabinet Érige et Thomas Godet. Alors, on voit bien la complexité du texte. Ses limites aussi, en attendant une réforme dont on pourra parler tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on gère ces limites et est-ce qu'on n'est pas tenté par soit le bricolage évoqué ce matin, soit le hors-piste juridique, si on me permet de filer jusqu'au bout ma métaphore sur la montagne. Oui, merci à tous. J'ai le défaut de parler vite, donc au moins ça va être utile à 16h46. Alors, 3 choses qui résumeront toute la valeur ajoutée que je peux vous apporter aujourd'hui. Premièrement, c'est vrai qu'on le voit, un mauvais accord, même un mauvais accord, en l'occurrence, vaudra toujours mieux. Alors vous pourriez me répondre qu'un bon procès, mais là on pourrait dire que l'application de 22-61-14. Ça c'est la première vérité balsacienne de l'après-midi, de mon côté. La deuxième intention que j'ai de vous dire, évidemment, c'est que le temps passe vite, et je décrirai pourquoi, en effet, dans ces circonstances-là. Et la troisième, c'est quand même que 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire que fait-on, même quand le délai de 15 mois, finalement, a expiré? Est-ce qu'on met tout ce travail, j'ai entendu parler du bunker, de la descente au bunker tout à l'heure, toute cette descente au bunker, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est vrai que je crois qu'on a besoin, 20 ans après, d'une mise à jour de la thèse sur la production de normes grâce à l'accord collectif, n'est-ce pas? Mais on peut dire quand même que face à une situation qui est une hypothèse de travail, bien sûr, on a tous envie que la restructuration se passe bien. Et donc, on est dans les détails. On est dans les détails. C'est-à-dire que ce soit les élus chez le cédant, que ce soit nous, si on est cessionnaire, on va s'attacher à ne rien rater. Ça, c'est normal. 2, évidemment, l'accord collectif très visible sur un système de rémunération, ce qui n'est pas si fréquent, en réalité, à d'autres choses qui sont plutôt de l'ordre du quotidien pour les personnels transférés. Et ça peut être le niveau de subvention des ASC, du CSE, ils y sont toujours très attentifs. Ça pourrait être des titres restaurants, ça pourrait être tout un tas de choses comme ça. Et ce qui fait que ce champ de la rémunération salariale est énorme, même s'il est en effet circonscrit par le Code de la Sécurité sociale. Bon. Donc ça veut dire qu'on va en relisant
façon apnéiste le deuxième paragraphe donc de 22-61-14, se rendre compte à l'évidence qu'en fait, on ne nous donne pas de solution. En fait, on est descendu dans le bunker, on a fait en général un très beau tableau avec toutes les sources de rémunération. Certaines sont rattachées tout simplement à la loi, certaines sont rattachées à la convention collective. On n'a pas beaucoup parlé peut-être aujourd'hui des conventions collectives, mais il y a des restructurations au cours desquelles on change de convention collective applicable. Ça rajoute évidemment du sel dans la soupe. Il y a évidemment les sources qui viennent d'accords d'entreprise. C'est le sujet de 22-61-14, mais c'est peut-être minoritaire. On va avoir le fameux statut collectif non négocié. Yannick en a dit quelques mots. Il est potentiellement, dans certaines entreprises cédantes, très important parce qu'on n'avait pas forcément la culture de la négociation collective et on avait beaucoup de chartes, beaucoup de décisions unilatérales, beaucoup d'engagements unilatéraux, beaucoup de pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un accord parce qu'à une époque, on faisait partie du groupe X. On est parti du groupe X. On a continué à l'appliquer. Et je ne regarde pas Emmanuel en particulier, parce qu'il fallait continuer à l'appliquer. Mais le jour où on repasse cette entreprise dans un autre groupe et qu'un avocat, par exemple chez Erige, demande quelle est la source de la ligne 78 du bulletin de paie, on va lui dire c'est l'accord, il peut avoir un joli nom comme tout à l'heure, l'accord Bonaventure, j'ai bien aimé, l'accord X, mais... on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Et donc, on va aller à la recherche presque préhistorique de la raison pour laquelle on verse aux salariés cédés cet élément. Et ça va même quelquefois dans le cœur du réacteur, puisqu'on a des taux horaires. Il m'est arrivé de ne pas retrouver la source d'un taux horaire lié à un groupe de travailleurs, un groupe de salariés qui travaillaient en 2-8, en 5-8, la nuit. Voilà. Donc juste pour dire que déjà, le deuxième paragraphe, donc critiqué en effet de l'article 22-61-14, au-delà de la critique, de toute façon, il ne va pas régler la question, à défaut d'accord de tout ce qu'on fait de ce statut collectif non négocié. Et ça, c'est quand même déjà un premier point. Voilà, moins 10, donc j'accélère. Un deuxième point, je disais, oui, le temps passe vite. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on peut être dans l'anticipation, évidemment qu'on peut aussi, ça arrive, être prévenu un peu la dernière minute, parce qu'en ce moment, c'est mon cas, dans certains secteurs comme l'immobilier, on a tendance à réorganiser le groupe entre structures qui vont tenir la route et d'autres qui subissent vraiment des grosses difficultés d'activité. Donc finalement, il faut aller vite, il faut que ce soit réglé pour le 1er janvier prochain. Donc là, on n'a pas d'anticipation. Donc on va se préoccuper évidemment des informations consultation CSE, c'est certain, mais ça va se faire avec fracas. Et donc les 12 plus 3, les 15 mois, en imaginant qu'à l'année prochaine, il y ait des élections pro, peut-être un PSE, peut-être un déménagement et éventuellement un changement de convention collective pour ceux qui sont dans la métallurgie, ça va passer très vite. Et donc les X réunions qu'on va passer vont aboutir en effet à un gros travail issu du bunker, mais qui ne va pas donner lieu à signature, peut-être parce qu'on n'a pas mis les moyens aussi, ou peut-être parce que les organisations syndicales, s'il y en a, n'ont pas été raisonnables. Et donc la question, c'était mon troisième point, 1 vaut mieux que 0, est-ce qu'on fait quelque chose quand même ? Voilà, est-ce qu'on fait quelque chose quand même alors qu'il n'aura pas l'effet substitutif ? Et donc évidemment, ma réponse est oui, on fait quelque chose de tout ça, qu'on peut appeler en effet accord d'harmonisation, protocole de raccordement, on fait quelque chose parce qu'il est vrai que ceux qui ne font rien risquent, alors c'est plus rare, mais des contentieux. Et c'est vrai que pour parler une minute, si j'ai encore une minute, de l'application de L 22-61-14, elle est fascinante. Cette application, elle est fascinante, puisqu'on a quand même donc ce troisième paragraphe, comme l'a dit Yannick, ce troisième paragraphe qui commence par « peut ». On peut décider de verser une indemnité différentielle. Donc on peut aussi ne pas le faire. Et donc à partir de là, on est en effet sur une garantie légale. Et donc on n'a aucune indication du régime de cette somme. Ça, c'est quand même assez rare dans le Code du travail. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas si, en effet, elle est contractuelle ou pas. Je suis d'accord avec Yannick, et de toute façon, je n'ai pas le choix. Il est trop près, il a des béquilles. Évidemment qu'elle n'est pas contractuelle de fait. Donc elle est forcément une sorte de garantie légale. Un peu comme on a des garanties de rémunération dans certaines conventions collectives. On se dit que le ou la salarié, une fois par an, alors on veut dire au plus tard
à la fin de l'année civile N+1, hein, quelque part, il va pouvoir regarder cette fois-ci dans le rétroviseur et se dire, sur les 12 mois de l'année, imaginons 2025, est-ce que j'ai, au titre des anciens accords collectifs qui m'étaient applicables dans l'ancienne entreprise, gagné, perçu autant que ce que j'avais perçu à l'époque? Et deuxième difficulté, à l'époque, ben on ne sait pas. Alors je ne suis pas d'accord avec une partie voilà, des explications qui sont données dans la doctrine, puisque à l'époque, on nous dit en gros les 12 derniers mois d'application des dispositions. Moi, je considère que c'est avant la mise en cause, puisque sinon, ça viendrait à dire que certaines personnes qui ne sont pas éligibles, finalement, à la survie, auraient matière à demander l'application de 2271. Donc, pour que ce soit très clair, pour moi, hein, c'est les 12 mois précédant la mise en cause, donc le fait générateur de la mise en cause. Et puis encore une difficulté, tant que tu ne me revends pas le micro, Michael, eh bien évidemment, c'est ce qu'on met dedans. C'est ce qu'on met dedans. Qu'est-ce que c'est que cette assiette? Et alors là, pareil, des éléments variables comme les heures sup que la personne a fait sur les 12 derniers mois, le nombre d'astreintes, éventuellement des maintiens de salaire maladie, se retrouveraient comme ça, complètement cristallisés, puisqu'on aurait une garantie qui ne serait pas liée à une structure, mais à un montant. Et ça, c'est choquant, puisque ce n'est pas ce que dit le texte. Voilà. Donc je m'arrête là. Merci, merci Thomas, et merci au cabinet Erige donc, pour cette intervention percutante. Maintenant, je crois que chacun dans la salle a envie d'entendre comment le directeur des affaires sociales gère de ces situations complexes. Alors, effectivement, moi je ne vais pas rentrer dans un débat pour ou contre la garantie de rémunération. Je laisse ça à d'autres éminents spécialistes. Néanmoins, dans l'intervention d'Yannick, il y a deux points qui me font rebondir en termes de pratique. La première, garantie conventionnelle. Imaginons une opération de carve-out dans un groupe avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, minoritaire ou majoritaire. En plus, ça dépendra forcément aussi du poids de ce nouvel actionnaire. Il faut transférer des salariés dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle compagnie qui serait créée. L1224.1 ne peut pas s'appliquer parce que je fais du détourage de salariés. Je vais en prendre certains, mais pas tous liés à l'activité. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sais qu'il va falloir, pour attirer finalement ces collaborateurs, proposer un maintien et donc, en fin de compte, une garantie conventionnelle des avantages qu'ils avaient auparavant, ne serait-ce que pour les attirer, pour que l'activité puisse se poursuivre dans cette nouvelle compagnie. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à la garantie légale, cette garantie, finalement, de rémunération qui est au bout des fameux 15 mois, ma foi, c'est aussi une épée de Damoclès qui pèse sur l'entreprise. Parce que dans le cadre de négociations, on se dit, ma foi, est-ce que je vais dénoncer ou pas, ou bien est-ce que je vais devoir passer sous les fourches codines de l'organisation syndicale? Voilà, ça c'est deux questions qu'on peut se poser dans le cadre de ces éléments-là. Je ne reviendrai pas, comme tu l'as évoqué, Thomas, sur les difficultés de déterminer qu'est-ce qui rentre dans la garantie de rémunération. Effectivement, c'est quelque chose de complexe. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'avant toute négociation, on veut toucher un point du statut, et notamment d'éléments de rémunération. On a plutôt intérêt à faire un audit de sa situation pour savoir à quoi on va être confronté. Sur la période de référence, on sait qu'il faut reprendre le calcul à partir de la fin du délai, qu'il faut opérer ce calcul à la fin du délai des 15 mois. Donc ça veut dire que tous les ans, il va falloir, à la date anniversaire, finalement recalculer pour voir si effectivement il y a la garantie de rémunération à appliquer ou pas. Mais dans ce cadre-là,
est-ce que j'ai intérêt à faire une prime différentielle, la fameuse prime Bonaventure, ou bien est-ce que cette prime différentielle, j'ai intérêt de le faire à l'année ou mensuelle? Finalement, j'aurais tendance à conseiller, en tant qu'opérationnel, à utiliser une prime annuelle. Pourquoi? Parce que le calcul s'opère qu'une fois, et à la fin de l'année, il n'y a pas à se dire « il faut que je reprenne de l'argent au collaborateur » en lui expliquant pourquoi il faut que je lui reprenne. Donc, j'aurais tendance à utiliser cette méthode. Et enfin, et Yannick en parlait, il y a les situations, parce que tout n'est pas figé dans la vie d'un collaborateur, il y a les situations usuelles de la vie, un passage à temps partiel, un retour à temps plein également, parce que la personne était à temps partiel. Eh bien là, il va falloir effectivement appliquer et expliquer cette fameuse garantie et comment je l'applique. Et in fine, j'aurais tendance à dire, pour clôturer mon propos, il y a un point que cette garantie impose, c'est que le salarié qui a cette garantie de rémunération chaque année, alors c'est très bien, il a un maintien de son pouvoir d'achat, mais il a une augmentation de salaire. Son augmentation de salaire, elle va être absorbée par la garantie de rémunération. Et donc, il va se dire, j'ai eu 3%, j'ai eu 4% d'augmentation de salaire, mais concrètement, je ne le vois pas. Donc voilà, socialement, ça peut effectivement avoir aussi des sujets. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, merci Laurent. Alors, je me tourne vers Gaspard et le professeur Tessier. Est-ce que nous avons le temps pour une question dans la salle? Parce que j'en vois qui sont prêts à bondir de leur siège si on ne leur laisse pas la parole. Qui souhaite une question, une intervention? Alors moi j'ai une question. La question qu'on pourrait se poser, hein, c'est avec il répond qui souhaite y répondre, c'est quelle réforme faudrait-il mener sur ce texte, et on pourrait éventuellement entendre le professeur et un praticien. Si on reprend l'opinion du professeur Bugada, il a écrit dans les mélanges du professeur Tessier, il voulait revenir à l'ancienne version. On avait émis l'hypothèse, avec Émeric Janssen, mon ami, de la rémunération individuelle acquise, mais pas au sens contractualisé, c'est-à-dire enlever l'effet contractualisation, et donc de ne pas être dans l'avantage individuel, mais dans la rémunération individuelle. Ça évite ce calcul global, ça évite également tout simplement d'oublier qu'il y a des rémunérations qui sont conditionnelles. Voilà, comme la rémunération du temps de pause, oui, mais il n'y a plus de temps de pause, on fait comment? Donc ça, voilà, c'était notre proposition. Voilà, c'était notre proposition. On peut, de manière beaucoup plus sobre, essayer de redéfinir cette garantie légale, de préciser les effets, mais ça ajoute beaucoup de mots, je trouve. Déjà, il y a trop de mots. On aimerait bien simplifier tous ces mots-là. Voilà. Voilà. Et il y avait une opinion du professeur Césaro qui était de dire que peut-être on peut réouvrir la négociation collective, donc cette fameuse négociation qui est après, en disant que si on réussit par la suite, la volonté collective devrait primer sur cette volonté légale. Voilà. Donc la règle est supplétive s'il y a un nouvel accord collectif. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. On est un peu dans cette logique de supplétivité de certaines garanties légales. Et je trouve que je trouve que c'est plutôt pertinent. Donc on a des pistes de réforme. Merci Yannick. C'est vrai que le professeur Bugada avait parlé d'avatar monstrueux. Je crois que c'est ça l'expression. Nathalie, peut-être en un mot sur les pistes que tu aurais également identifiées. Alors, oui, pour revenir sur l'éventuel accord, il y a toujours la possibilité, au terme de ce délai de 15 mois, quand on n'y arrive pas, de proroger et de prolonger. Alors, il ne faut pas que naturellement la négociation devienne à durée indéterminée, mais la possibilité avec les partenaires sociaux de prolonger au-delà du délai de 15 mois pour négocier. Ce qui est certain, et le législateur, effectivement le législateur ne l'a pas envisagé, c'est qu'est-ce qu'on fait par exemple sur cette garantie de rémunération sur la prise en compte des congés maternité. Vous avez un congé de maternité pathologique, le congé de maternité légal, ensuite congé parental. On sait que dans certains cas, notamment sur les augmentations de rémunération, on doit intégrer
la salariée ayant eu un congé maternité doit retrouver un niveau de rémunération qui est moyen à celui de sa catégorie professionnelle en intégrant les différentes augmentations. Là, la question de la garantie de rémunération, au vu de la définition légale, ça veut dire que le collaborateur qui a dû prendre un mi-temps thérapeutique, il va être du coup désavantagé par rapport à un autre collaborateur. Là, à mon sens, la jurisprudence, je crains, viendra nous dire qu'au nom du principe de l'égalité, on devra effectivement faire la moyenne des rémunérations. Alors, ensuite, sur la question, peut-être qu'il y aurait peut-être une réforme, mais peut-être plus générale, sur qu'est-ce qu'une rémunération ? Parce que la Première ministre, le 16 octobre 2023, dans le cadre de sa conférence sociale, est venue, on va dire un petit peu tenser méchamment une soixantaine d'accords de branche en disant qu'au niveau au moins encore aujourd'hui 60 branches professionnelles, ces branches ne garantiraient pas le minimum de rémunération et donc à un niveau au niveau du SMIC. Sauf que quand on regarde certaines conventions collectives, il y a effectivement un certain nombre d'éléments de rémunération qui ne sont pas forcément intégrés. Et là, il y a aussi la définition de la rémunération au sens de la convention collective de branche. Thomas évoquait quand même la difficulté l'accord de branche doit quand même, quand on change de secteur et en cas de transfert, être mis en œuvre. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement se détacher du droit de la sécurité sociale et essayer de construire un socle d'éléments de salaire qui seront toujours intégrés pour déterminer la rémunération au regard des pratiques au niveau des branches. Merci Nathalie, merci à tous. Alors vous voyez qu'on aurait pu continuer encore très longtemps, mais il est 17h, nous sommes au pied d'une montagne, il fait bientôt nuit, et ça peut être dangereux de rester plus longtemps sur ce sujet. Merci à tous.